toujours la présentation des cours avec cette photo, qui n'est pas un amphithéâtre de cours, c'est notre unité de recherche. Parce que qu'on fait une fois par mois la partie, la réunion, et donc on a commencé porté tout seul, ensuite avec Michel Rancourt, là, on est obligé de prendre un amphithéâtre pour faire la réunion de laboratoire. Donc le laboratoire a grandi. Je vais essayer de vous dire comment je vois, moi, la recherche, comment je vois la recherche moderne, qui est une manière de voir la recherche, qui est se donner une chance de découvrir quelque chose. Donc il y a plusieurs manières d'appréhender la recherche biologique et médicale. L'une qui consiste à avoir des hypothèses a priori et essayer de les confirmer, et une autre d'aller, comme on a souvent dit, aller à la pêche ou aller à la chasse, et ramener quelque chose. Et ça, c'est de la recherche de la découverte. Alors, c'est pas de la déduction, c'est de la découverte. C'est deux modes de pensée différents. Alors, pour faire des découvertes, il y a deux penseurs majeurs du XXe siècle qui ont eu des approches qui sont très différentes, qui sont complémentaires quand on veut faire ce type de recherche. L'une, c'est Karl Popper. Et Karl Popper, entre autres, est surtout connu pour avoir fait la différence entre une théorie scientifique et une théorie non scientifique. Et il pense qu'il dit, et il a raison, qu'une théorie scientifique devient toujours fausse à un moment, et que si on n'arrive pas à imaginer qu'elle est fausse, eh bien c'est tout simplement que c'est plus une théorie scientifique, c'est de la religion. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il dit deux choses. D'abord, c'est pas le fait de se disputer pour un mot, pour une dénomination. La sémantique, ce n'est pas de la science. Et il dit les nouveaux outils, les nouvelles théories émergent parce que l'on a un nouvel outil. Et donc, un nouvel outil apprend à voir un monde qui n'était pas visible avant, et ce monde amène à des découvertes en soi. Bien entendu, la microbiologie, elle est née de l'usage du microscope. Avant même l'infection, il y a des gens qui ne croyaient même pas à la contagion. La contagion, c'est une affaire d'opinion. C'est pas, ils pensaient qu'il y avait des lianes, certains pensaient qu'il y avait la contagion, c'est le microscope. Donc, et bien entendu, la génétique, les outils de séquence, tout ça va nous amener à voir des mondes différents. La deuxième chose, et donc c'est une des raisons pour laquelle moi j'ai toujours fait ce que j'appelle la course aux armements, c'est-à-dire la course technologique. Par exemple, on a appris hier ou avant-hier, on a 8 Malditov ici, ça représente, il y en a 100. Ça fait 8% ici en France. On a eu le laboratoire au monde qui a le plus de Malditov, et le deuxième est en Amérique, il en a 3. Donc on fait une course aux armements monstrueuse. Comme on a fait la course aux armements de la génétique, le premier séquenceur automatique installé dans un laboratoire de microbiologie, on l'a acheté avec Michel en 92. Et on a commencé à faire des séquences de 16. Donc la course aux armements est un élément essentiel parce que c'est ce qui va vous permettre de regarder les choses qui n'ont pas encore été vues si vous êtes au début de la course aux armements. La deuxième chose, c'est qu'une qui dit, en réalité, c'est vrai que les outils nous permettent de voir des choses, mais en réalité, on est pendant très longtemps incapable de voir ces choses. On n'est pas capable de les voir parce qu'on reste l'esprit prisonnier de la théorie précédente. Et c'est extrêmement difficile de changer la théorie. Extrêmement complexe. Et lui appelle ça, c'est devenu un changement de paradigme. Et donc de changer de paradigme, c'est-à-dire de penser que la théorie majeure est fausse, est un élément extraordinairement couvert de réussite considérable. Donc si vous ne croyez pas, et plus une théorie est établie plus longtemps, plus vous avez de chances de trouver un trésor au pied de la théorie inverse. Donc c'est vraiment un élément majeur de la découverte. Et comme on est dans une période scientifique magique, parce que il y a des outils nouveaux qui se sont créés tous les jours, et bien, donc, le dernier étant CRISPR, les découvertes se multiplient. Voilà, ça c'est le livre que j'ai fait dans lequel j'ai essayé d'expliquer ça. Alors je suis très content parce que Jean-Louis me faisait faire des cours d'épistémologie, et j'expliquais ça depuis longtemps, l'opposition et la vision Kuhn et la vision Karl Popper, et très récemment, en novembre, il y a eu un article qui est sorti dans Nature pour dire voilà, qu'est-ce qui va se passer, comment on peut voir le futur et comment on peut avancer dans le futur. Et on retrouve vraiment les éléments qui sont de Kuhn et de Popper, qui sont, voilà, pour pouvoir le faire, eh bien, il faut falsifier les théories, c'est-à-dire montrer que les théories sont fausses, ou avoir des questions qui émergent qui n'étaient pas posées avant, ou bien alors les nouvelles technologies, ou les rencontres de technologies qui normalement ne se rencontrent pas, ce qui est la même chose. Donc si vous arrivez à faire se rencontrer des mondes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, c'est ce que nous on a essayé de faire avec des chercheurs, avec des gens qui avaient une approche scientifique qui n'a rien à voir avec la nôtre, le fait de nous mettre ensemble, ça fait, à l'intersection des deux, ça nous permet de rencontrer des choses. Donc et vous voyez que, justement, eh bien, nous,
pour la microbiologie, dans ce monde qui est en train d'exploser, eh bien, on est juste à la croisée des 4 questions majeures qui doivent pouvoir nous permettre de faire avancer. Et donc, c'est probablement ces champs-là qui vont être les plus créatifs dans les années à venir parce qu'ils concentrent les quatre approches qui sont possibles. Donc, le premier point, eh bien, nous, ce qu'on a fait dans l'IHU, c'est de multiplier les plateformes technologiques qui nous permettent d'avoir une approche très rapide utilisant les moyens. Alors, on a un très gros laboratoire NSB3, et celui qu'on a en construction est encore plus grand. Il y a 4 laboratoires qui vont faire plus de 1000 mètres carrés, permettra de cultiver absolument tout ce qu'on peut cultiver. Une énorme biobanque, on est en train d'acheter pour 4 millions de congélateurs pour pouvoir tout garder. Encore une biobanque, et en particulier qui nous permet d'avoir des collections de souches et de prélèvements. Ce qui nous permettra, ces outils nous permettront de revenir, de récupérer des prélèvements pour aller chercher des choses qui n'existaient pas, on ne savait pas qu'elles existaient auparavant. Bien entendu, la séquence génomique qui est en train d'évoluer, mais on a toujours eu un matériel considérable en termes de séquence génomique, qui maintenant n'est plus. On a acheté le premier séquenceur de nouvelle génération en Europe. Tout confond, celui d'Europe. On était le premier à l'acheter. On l'a toujours couru en avant. Maintenant, les besoins qu'on a ne sont plus les besoins qu'ont les gens qui font de l'homme. Donc les besoins de séquences sont des besoins maintenant de séquences rapides, beaucoup plus que de séquences monstrueuses. Donc on se spécialise. Protéomique, je vous ai dit, pour le Malditor, l'utilisation de tailleurs importants, l'observation par microscopie électronique en microbiologie a pratiquement disparu. C'est un élément extrêmement important de reprendre avec les outils actuels de microscopie électronique pour différencier les choses. En particulier, on est très surpris de regarder simplement les prélèvements humains, d'y voir la diversité des formes qu'on y trouve, dont certaines n'ont pas été décrites. C'est absolument étonnant. Donc il y a un objet là qui a été sous-utilisé. L'insectarium, qui est très important là aussi, qui nous permet d'observer les comportements et de voir, de créer des modèles expérimentaux. Et puis, donc les collections, et puis beaucoup plus récemment, la biologie structurale. Par exemple, cette biobanque, là, je vous ai dit, on a pour 4,5 millions de matériel qui sont pour l'achat de cette biobanque qui sera dans l'IHU, pour avoir 2 millions de prélèvements à moins 20 et près d'1 million à moins 80. On a une capacité ensuite d'analyse qui viendra indiquer. Un mode d'observation qu'on va avoir dans l'IHU qui est extraordinairement important, c'est la contagion, ou les éléments de contagion sont des éléments qui sont déduits des hypothèses qui datent du 19e siècle. Par exemple, on continue à enseigner aux étudiants que les maladies respiratoires, la grippe, ça se transmet par aérosol. On sait depuis extrêmement peu de temps qu'au moins la moitié des infections respiratoires se transmettent par les mains, et pas par aérosol, puisque quand on se lave les mains, on ne transmet plus des infections respiratoires. Donc on a un trou de connaissances monstrueux dans la contagion, parce que personne n'étudie réellement la contagion. Pour étudier réellement la contagion, il faut avoir de la traçabilité, il faut avoir de l'observation, il faut avoir des caméras. Et ça, c'est un vrai projet, et c'est une partie de la raison pour laquelle on a voulu faire un hôpital intelligent à l'intérieur de l'IHU, pour réellement étudier ce qui se passe. Par exemple, vous voyez, les gens, il y a une leçon africaine extraordinaire sur Ebola, qui est que les Africains sont pas plus contaminés, plutôt moins même que en Europe ou aux États-Unis. Il y a eu plus de cas secondaires dans le personnel de soins que ce qu'il y en a eu en Afrique dans les zones observées. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que les gens n'avaient pas la vie de cosmonaute, mais ils se foutaient de l'eau de Javel partout. Ils utilisaient 10 litres d'eau de Javel par patient. Et l'eau de Javel, ça tue les virus très bien, très bien. Tandis que les gens qui ont les uniformes, ce qu'ils faisaient, la manière dont ils se contaminaient, même quand ils sont habillés, c'est au moment où ils enlèvent les gants. Comme ils ne décontaminaient pas les gants, il y a toujours un moment où il y a quelque chose qui touche l'autre. Et donc vous avez une contamination. Ça, on sait, quand on filme les gens, ça se voit. Et donc, l'idée que vous êtes protégé mécaniquement vous empêche de vous protéger chimiquement. Ça, c'est de l'observation. On observe les cas et on regarde la manière dont ça se contamine. Donc, la recherche est partout, y compris à ce niveau-là, et l'observation est un élément qui va devenir extrêmement important. Et donc, à partir de ça, eh bien, comment on transforme ça? On transforme ça ensuite une petite société, start-up qui se crée, qui s'appelle Medium Trace, pour créer les outils d'observation et les outils de contrôle des infections hospitalières. Deuxième point, la surveillance. Donc, on a créé un outil qui est unique, qui nous permet de surveiller tous les diagnostics de microbiologie de la région PACA, donc 80%.
toutes les semaines, on reçoit avec tous nos collaborateurs les bactéries, les maladies sexuellement transmises, et on regarde, est-ce qu'il y a des choses anormales, bizarres qui se passent. Alors on fait ça avec le CESPA, puis avec Hervé Chaudet et Jean-Marc Paulin, et donc on regarde, est-ce qu'il y a un événement anormal? Et donc s'il y a un événement anormal, on en fait l'investigation. On a repéré 90, depuis qu'on a fait ça, 90 événements anormaux qu'on a signalés, donc 45 représentaient des choses qui étaient réelles. Et on a trouvé des choses dont on ne savait même pas qu'elles existaient, en réalité. Donc il y a une seule fois où ça avait été décrit, on a trouvé qu'il y avait à Marseille, dans le quartier nord, une épidémie d'infection urinaire Enterococcus fecalis. On ne savait pas qu'il y avait des épidémies de ça. Et on a ensuite regardé, comme il y a beaucoup, maintenant on sait que beaucoup de sources d'épidémies d'infection urinaire, et c'était quelque chose qu'on ne savait pas, sont en réalité la conséquence d'une épizootie, c'est-à-dire d'une épidémie chez les animaux, et en particulier chez les poules. C'est les poules qui vivent une épidémie, et nous, qui en rentrant en contact avec les poules, c'est donc une grande partie des infections urinaires sont des zoonoses, qui est quelque chose qui conceptuellement, alors là, vous voyez, c'est vraiment du cul, c'est vraiment un changement de paradigme. Les infections urinaires, on les expliquait que par des modifications anatomiques, ou alors, c'est pas comment là, c'est des zoonoses. Et ça, donc, du coup, on est allé fort de l'origine des chacolines, on est allé regarder là, dans le marché au plus de la Madrague, prendre des poules, on a trouvé Enterococcus fecalis dedans, qui était la même souche. Donc voilà un nouvel outil qui vous oblige, vous voyez qu'on peut avoir un nouvel outil vraiment d'épidémiologie, d'observation humaine, de collecte des données, qui vous permet de voir qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, qui sont des épidémies. Et c'est une des choses qui doit donner un des changements de paradigme les plus importants dans l'esprit, c'est que les vraies épidémies qui se sont passées et qui ont tué des gens, vous n'en avez pas entendu parler. Vous n'avez entendu parler que de couillonnade. C'est des trucs qui font peur à la presse, mais c'est pas vrai. Ça touche quelques centaines de personnes. En réalité, il y a des épidémies dans une base endémique de bactéries que vous connaissez tous. En réalité, une partie très importante sont liées à des épidémies clonales. Il y a 30 à 40% des staphylocoques dorés dans ce pays qui sont dus à un clone. Nous, on a eu une épidémie à Marseille de Clostridium difficile avec un clone. 50% de mortalité. Alors là, je vais parler de cinquantaine de morts. Pareil pour les Escherichia-coli. Là, il vient d'être fait un travail, pareil, pas par nous cette fois, par le Sanger Institute, par Parkhill, qui a séquencé 18 souches de typhoïde. Il y a plus de 60% de ces souches de typhoïde sont un clone unique qu'on n'arrivait pas à différencier parce qu'il avait des sensibilités aux antibiotiques différentes. D'accord ? Et on voit qu'il est parti d'Inde, qu'il a fait toute l'Asie, qu'il a remonté le golfe Persique, qu'il est arrivé sur l'est de l'Afrique et qu'il est en train de descendre sur le sud de l'Afrique. D'accord ? Dans l'espace de 15 ans, de la même manière pour la tuberculose, il y a un clone, qui est le clone Pékin, qui a commencé il y a une vingtaine d'années, qui représente maintenant la seule pandémie tuberculeuse. Tous les isolats de tuberculose sont en réalité régionaux, et il y en a un qui est pandémique, qui s'appelle Pékin, qui fait maintenant 10% des cas de tuberculose dans le monde, et c'est celui qui a la capacité à acquérir des résistances. Vous voyez, donc, il y a des épidémies dans les espèces, parce que, bien entendu, les espèces, c'est une définition humaine, c'est pas la réalité. Et ça, c'est un changement de paradigme très très compliqué de repérer qu'il y a une espèce épidémique, il y a un clone épidémique au milieu d'une espèce commune. D'accord ? Mais avec les outils, en particulier avec les outils d'observation d'une part et d'autre part avec le Maltitov, on va pouvoir repérer des clones dans des banques de données sans avoir à faire de la génétique complexe et chère. Voilà un autre outil. Les séquences de génomique, alors ça c'est vraiment le travail de Pierre-Edouard Fournier. On pensait qu'on allait, on avait un projet qui pensait que on pensait qu'on allait en séquencer une centaine. En réalité, ça c'est ce qu'on a séquencé dans le cadre du truc. Donc on a fait, ça c'est toutes les souches qu'on a séquencées, et puis on a fait beaucoup de métagénomes. Et donc ça c'est ce qu'on a fait, et on découvre bien entendu beaucoup de choses avec ça, et en particulier en séquençant ça, absolument par hasard, hein, on a trouvé déjà la plus grosse bactérie, la plus grosse archée, le plus gros virus jamais isolé chez un homme en termes de séquence génomique. On l'a séquencé, on a trouvé ça. Voilà. Et bien entendu, quand vous découvrez des choses comme ça, bien sûr, le virus, on l'a découvert entièrement par hasard. Quand vous séquencez ça, vous pouvez changer l'histoire de la biologie quand même. Hein. Donc, alors que si vous le faites juste par glissement, vous ne pouvez pas changer l'histoire de la biologie. Vous modifiez la crête, mais vous ne changez pas l'histoire de la biologie. Alors, et puis, du coup, si vous voulez commencer à pêcher dans les microbes, alors il y a vraiment de quoi faire. Je vous recommande ce livre qui est très bien, et dedans il y a un truc que Forrest Howard dans lequel il estime, si on prend les critères actuels de définition des espèces, vous voyez qu'il y a 10 millions d'espèces bactériennes. On en connaît un peu plus de 10 000. Donc ça veut dire
il reste 1000 fois plus d'espèces bactériennes à découvrir dans notre environnement que ce qu'il y en a de connu. Pareil pour les archées, pour les eucaryotes, en particulier visibles, bien sûr, dont la partie à découvrir est beaucoup plus faible, mais pour les champignons, c'est même nature. Voilà. Et donc, nous, on a fait sur les éléments qu'on avait mis en place au fur et à mesure des outils, on a créé un nouveau champ, appelé culture mix, pour essayer d'aller à la pêche de ces nouveaux micro-organismes. Qu'est-ce que c'est? Donc, la pêche culturologique, pourquoi on a fait ça? La première chose qu'on a faite avec Michel, il y a bien longtemps, c'est la culture des bactéries compliquées. Il existe des bactéries difficiles à cultiver, donc on a commencé par ça. À partir de ça, moi j'ai commencé à cultiver les amibes, puis ensuite c'est Bernard qui a repris ce champ. Donc on avait une capacité de culture des microbes difficiles. Quand on commence par les choses difficiles, après quand on fait les choses faciles, bien sûr c'est simple, on peut faire ça plus vite. Je vous ai dit, on a été les premiers à utiliser de manière systématique de séquences du cSRDNA dans le monde pour les bactéries qui n'étaient pas identifiées. On a fait ça avec la collection que Biomérieux recevait, que personne ne savait identifier. Voilà, on a commencé avec ça, avec Michel. Ensuite, on a été les premiers à utiliser le Maltitov en routine pour pouvoir le faire un truc. Et vous allez voir ce qu'on a testé maintenant, qui est unique, on les rend fous, les gens de poker, parce qu'il n'y a aucune machine, grâce aux étudiants, il n'y a aucune machine qui tourne autant que ça. Il tourne le week-end, il tourne la nuit, il tourne... Et en dépit du fait qu'on en a 8, les machines sont épuisées. Donc, ça en fait un truc, et donc, à partir de nos capacités de culture, plus le CSS, plus le Maltitov, eh bien, on a créé la culture mix. Donc, on cultive, on passe au Maltitov. Si on ne sait pas ce que c'est au Maltitov, on passe au CSS et on voit ce que c'est comme espèce. Et puis, une fois qu'on a avec, eh bien, on fait le génome, on la passe avec Pierre-Édouard, et chez Christine Robert, on le séquence, et si c'est une bactérie nouvelle, eh bien on a créé un nouveau champ qu'on appelle la taxonomogénomique, qui est la définition des espèces basée sur l'analyse du génome. Voilà. À partir de ces éléments, eh bien, on est amené à créer de nouveaux milieux pour les anaérobies, pour les archées méthanogènes, et donc à ce stade-là, il y a un peu plus maintenant, mais on avait 175 nouvelles espèces dans le tube digestif, qui avait une nouvelle espèce bactérienne complètement inconnue, qui avait été découverte. Et donc si, alors ça c'était vraiment des projets mégalomaniaques, mais si vous voulez on reçoit de l'argent à un niveau important pour la chute, donc il faut qu'on ait des projets qui soient à la dimension de l'argent qu'on reçoit, sinon ça n'a pas de sens. Donc ça, on s'est amusé à regarder, on a fait une revue très complète avec Jean-Christophe Lagier sur toutes les bactéries qui ont été isolées une fois chez l'homme. Non, au moment où on a publié ça, l'année dernière, il y avait 2100 bactéries qui ont été isolées, espèces bactériennes, décrites chez l'homme, comme commensales ou pathogènes. Tout ce qui a été isolé de chez l'homme. Et dans le... ça c'est ça. Après, le nombre de bactéries qui ont été isolées à partir du tube digestif dans le reste du monde, depuis le 19e siècle. Eh bien, il y en a 682, et donc bien sûr, nous, notre objectif, c'était de faire plus que ça, et maintenant, je crois qu'on était à 1025. L'objectif, c'est dans le courant de l'année 2016 de faire 2 fois plus, mais il faut avoir un objectif. Donc au boulot, les étudiants, je veux avoir 2 fois plus que le reste du monde. Sinon, on n'a pas d'objectif raisonnable. Donc parmi ceux-là, qu'est-ce qu'on a trouvé? 372 en commun avec ceux-là, 226 qui étaient connus chez l'homme mais pas dans le tube digestif, 246 qui étaient inconnus chez l'homme, des bactéries de l'environnement mais déjà isolées, et puis 175 qui étaient des espèces qui étaient totalement inconnues. Et alors c'est très important parce que les gens qui font de la métagénomique se plaignent qu'ils ont un trou noir, c'est-à-dire ils ne savent pas ce que c'est parce qu'on n'a pas de séquence de référence. Donc on ne peut pas remplacer les séquences de référence, il faut les faire. Donc il faut avoir les organismes, faire leur génome pour pouvoir identifier l'autre. Ça c'est parmi les choses que l'on a trouvées, les genres que l'on a trouvés. Alors ce qu'on a trouvé le plus c'est les Bacillus, Clostridium, Pédibacillus, et ça en rouge c'est les genres qui ont été nommés ici. Alors, bien entendu il y a beaucoup de cultivateurs ici, comme Michel Rancourt, comme Christelle, comme Fadi, Guitare, Pierre-Édouard Fournier, Ferry Dugon, qui sont des gens qui sont des cultivateurs, qui sont honorés par la dénomination. Alors après, du coup, on continue, mais on ne s'arrête pas là. Ça, malheureusement, c'est pas moi qui ai pensé le premier, je regrette beaucoup, parce que c'est vraiment une bonne idée. Il y a des gens aux États-Unis qui ont fait une enquête sur et vous allez voir que les deux approches, nouvel outil, nouveau paradigme, se mélangent dans cette histoire. Mais ça a commencé par nouvel outil. Les femmes présentent parfois une pathologie qu'on appelle l'impatience urinaire. C'est-à-dire qu'elles ont besoin de courir aux toilettes, elles leur pipi tout de suite. Ça n'a jamais été expliqué, mais vous savez, les modes changent. Moi, quand j'étais jeune, on disait que c'était psychologique, et puis après,
savez, en fonction des temps, quand on ne sait pas expliquer, on a la théorie dominante qui explique ce que c'est. Actuellement, c'est beaucoup l'écologie qui explique les problèmes de santé. Ça ne veut pas dire que ce soit vrai, dans 10 ans, on pensera que c'est autre chose. Mais du coup, là, puisqu'il y avait la technologie brutale qui a commencé à faire des ponctions suspubiennes pour être sûr qu'on n'était pas contaminé, fait de la métagénomique là-dessus, et trouve que chez les femmes en général, donc l'urine, on trouve de l'ADN de microbes dans les urines dites stériles. D'accord ? Donc, quand on fait l'analyse de ces bactéries, en fait, c'est des bactéries qu'on trouve par ailleurs, normalement dans les urines, mais qu'on ne trouvait jamais dans les urines. Vous savez pourquoi on ne trouvait pas dans les urines? C'est incroyable. C'est pour ça qu'il ne faut jamais croire que ce qu'on a appris est exact. C'est vrai pour un simple moment. C'est parce qu'on faisait quelque chose qu'on appelle le compte de Casse. Et le compte de Casse, ça veut dire qu'il faut avoir 10 puissance 4 bactéries pour que ce soit responsable de l'infection urinaire. Et donc, vous ne mettez que 1 microlitre d'urine sur votre boîte de gélose, et donc s'il y en a moins de 10 puissance 4, vous n'êtes pas, par millilitre, vous n'êtes pas capable de le voir. Parce que vous vous êtes mis dans les conditions dans lesquelles il est impossible de le voir. Donc s'il y a peu de bactéries, vous ne les voyez pas. Et la deuxième chose, c'est que comme les bactéries qui avaient au départ étaient des bactéries de croissance rapide, vous gardez les boîtes que 24 heures. Et donc tout ce qui pousse après 24 heures, vous ne le voyez pas non plus. Donc vous êtes dans une théorie qui est fausse, et c'est l'outil nouveau qui a montré que la théorie était fausse, c'est-à-dire qu'il y a des bactéries, il n'y en avait pas beaucoup, et dedans il y avait des bactéries fastidieuses, ce qui fait que le premier qui a fait ça, simplement il a mis 100 microlitres, il a été 72 heures, 50% des urines sont infectées. Donc il y a un microbiote urinaire qui est passé inaperçu jusqu'à ce jour, jusqu'au XXIe siècle. Et c'était tout bête, simplement, le compte de Casse, c'était un truc qui était pratique, mais c'est pas vrai. Voilà. Ça aide, mais c'est pas vrai. Donc c'est un point très important. Donc là, j'ai fait ça avec deux jeunes qui sont venus faire un master chez nous, et vous voyez que on a un peu plus maintenant, mais donc notre objectif, bien sûr, c'est de les dépasser dans le courant d'année, justement, troisième master, pour essayer de dépasser ça. Alors on a déjà 9 nouvelles espèces dans les urines, personne ne regarde. Pour ça, la culture mixte, c'est un champ merveilleux pour les étudiants, parce que malheureusement, les gens publient, enfin, donc les gens savent qu'on fait ça, et donc il y a de plus en plus de gens. J'ai appris qu'il y avait 3 projets alternatifs de culture mixte rien qu'en France. Enfin, il faut continuer à courir. Pareil, dans la peau, alors ça c'est un travail que Bernard Collat a commencé avec Laurent Papazian, là c'est pareil, eh bien, dès que vous commencez, vous trouvez de nouvelles bactéries. Ça c'est Florence Fénolard qui commence avec le vagin, je crois qu'il y en a un peu plus de 8 maintenant d'espèces nouvelles bactériennes dans le vagin. Personne, regardez. C'est extraordinaire, c'est un truc. Alors bien sûr, ça a été transformé par le Maltitov, la rapidité, pour vous dire, on a probablement rien que pour ces travaux sur la culture mixte, en réalité, et avec la puissance de travail des étudiants, je remercie et félicite ici, on a testé plus de 1 million de bestioles. Ce qui veut dire qu'on a mis dans la banque plus de 5 millions de spectres. Donc c'est, bien entendu, les outils permettent ça, facilitent les choses, mais bien sûr c'est encore énormément de travail. Et avant de standardiser ça, on arrive à avoir une nouvelle espèce à peu près tous les 1000, vous voyez, il faut avoir 1000 types de colonies différentes pour avoir une nouvelle espèce. Donc, mais globalement, entre tous les travaux qu'on a fait depuis le début, entre le nombre, les isolats de bactéries complexes, en dehors de ça, les PCR sur des bactéries non identifiées, eh bien, vous voyez, on estime qu'à peu près 23% des bactéries qui sont connues actuellement chez l'homme ont été identifiées pour la première fois dans ce laboratoire grâce à cette spécificité des outils. Alors, maintenant, on s'attaque aux champignons. On vient de dépasser le reste du monde pour le tube digestif. Vous voyez, c'est juste du 4-1. Alors ça, c'est avec Fadilita. Et donc, il y a 17 seulement qui sont en commun. Donc celles-là, on devrait les rattraper. Et toutes celles-là n'avaient jamais été trouvées chez l'homme. Qui nous a permis, là aussi, de mettre au point un nouveau milieu de culture qui est meilleur que le saburo, qui permet d'avoir de meilleures cultures. Là, la diversité des bactéries des archées, c'est un travail qui a été fait par Michel et Saber. Moi, j'ai mis mon grain de sel pour créer un nouveau milieu, là aussi, spécifique des archées. Et donc, sur 8 bactéries méthanogènes qui ont été trouvées chez l'homme, il y en a 5 qui ont été trouvées par l'équipe de Michel. Et puis, les 2 seuls archées halophiles qui ont été trouvées, c'est Saber et moi qui les avons trouvées dans le tube digestif. C'est la première fois qu'il y avait des archées halophiles qui étaient écrites chez l'homme. Et bien entendu, ceci débouche sur des stratégies de milieu de culture. Ça, c'est pour les BK avec Michel Grandcourt.
Ça, c'est un milieu que j'ai mis au point, qui est un milieu que j'ai appelé impossible, parce que les bactériologistes savent que ça ne devrait pas être possible d'avoir des bactéries anaérobies strictes, des bactéries aérobies strictes, plus Legionella, plus 50, plus des micro-aérophiles, plus hémophiles. Donc ça, c'est un... Et en réalité, on s'est rendu compte, là aussi, c'est un autre paradigme qu'on a fait exploser. On a fait exploser celui de Becker avec Michel, puisqu'on s'est rendu compte que le bacille tuberculeux poussait mieux sur les gélososans banales que sur tous les milieux spécialisés de culture pour les Becker. Ça faisait 100 ans qu'on expliquait à tout le monde, nous compris, on a fait cours, en disant qu'il fallait des milieux particuliers pour les Becker. C'est pas vrai, la gélososan standard, ça marchait pas. Mais personne ne l'avait utilisé, alors que Koch avait publié ça, bien sûr, il a cultivé ça sur du sang. Mais à partir du début du XXe siècle, on a enseigné le Lowenstein, Jensen, le Koletsov, c'est pas vrai, simplement pas. Pour les anaérobies, eh bien en réalité, moi je dis que les anaérobies n'existent pas, c'est pas vrai. Il existe des bactéries qui sont intolérantes à l'oxygène, ça n'a rien à voir. Et si elles sont intolérantes à l'oxygène, on doit pouvoir les rendre tolérantes à l'oxygène en donnant des antioxydants. Donc c'est ce qu'on a fait. Et je vais vous dire, c'est vraiment la preuve, c'est un truc d'imbécile, pas dire. En réfléchissant, j'avais commencé à demander à Eric, tiens, qu'est-ce que je peux mettre comme antioxydant? Il m'a dit, tiens, mettre de la vitamine C, j'ai mis de la vitamine C. Puis après, je lui dis, mais tiens, je vais voir, comme un couillon, je fais Wikipédia, je regarde, tiens, quel c'est le meilleur de tous les antioxydants. Vous savez ce que c'est le meilleur de tous les antioxydants? Je ne savais pas du tout, hein. C'est l'acide urique. C'est l'acide urique qui fait que c'est l'antioxydant humain. Ça ne fout rien, l'acide urique. On a foutu de l'acide urique là-dedans, ça marche très très bien. Donc ça fait depuis, c'est Pasteur qui a défini les anaérobies, c'est pas vrai. C'est pas des anaérobies, ils ne supportent pas la présence d'oxygène, ça ne veut pas dire qu'ils ont besoin. Je m'en doutais, après, on fait des septicémies, même des endocardites avec les anaérobies, c'est pas possible, le sang c'est plein d'oxygène. C'est idiot. Mais simplement, c'est une théorie, c'est pas vrai, elles sont, mais simplement dans le sang, c'est bourré d'acide urique en particulier, donc elles supportent très bien l'oxygène dans le sang, parce que c'est l'acide urique. Vous voyez, donc, et ça c'est les premiers halophiles. Là aussi, c'est un truc, alors, c'est Saber qui a commencé à lancer ce projet. Heureusement, on avait des selles étrangères, parce qu'en France, il y en a zéro. Mais il y a des gens qui ont les crottes salées. Je ne sais pas pourquoi. Mais pas chez nous. Alors, il y en a beaucoup au Sénégal, beaucoup en Amazonie, un peu en Polynésie, et quand ils ont une crotte salée, eh bien, ils ont les bactéries qui aiment, ils ont les archées qui aiment les sels. Les bactéries qui aiment le sel, les halophiles. On n'avait jamais décrit chez l'homme, parce que personne n'a utilisé de milieu sélectif avec du sel. Et du coup, ça emmène un changement de paradigme incroyable qu'on va essayer d'écrire, c'est, attendez, le sel, à la concentration de l'eau de mer, inhibe la croissance de toutes les bactéries qui ne sont pas halophiles. Il n'y a pas de pathogène qui soit halophile, un ou deux, Vibrio vulnificus. Ce qui veut dire que tout ce qui est fait, vous voyez, pour tester sur les plages s'il y a des bactéries dans l'eau de mer, c'est idiot. Elles ne se multiplient pas là-dedans, c'est idiot. C'est résiduel, ça va se diluer, mais elles ne cultivent pas là-dedans. Il n'y a pas de pathogène qui puisse cultiver dans l'eau de mer. C'est pas vrai. Et ce qui n'empêche que, bien entendu, il y a des règles européennes, machin tout, que ça n'a pas de sens. Et donc, ce paradigme-là, on l'a démonté simplement parce qu'on a regardé ça, donc on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui avaient les sels salés, mais que les bactéries, je sais pas, alors ça c'est le petit mécano que j'ai fait pour ce milieu de culture pour les archées méthanogènes, parce que personne n'arrivait bien à les cultiver, ces archées méthanogènes, parce qu'il faut une source d'hydrogène. Et donc ça tombe bien parce que les bactéries, les bactéroïdès produisent, les aéros intolérants produisent de l'hydrogène. Et donc si vous faites une double culture ici dans notre milieu avec des antioxydants, on met les bactéroïdès, ils crachent de l'hydrogène, et ici les méthanogènes cultivent. Et donc grâce à ça, on a fait la plus grande série d'isolats de méthanogènes, à isoler 21 méthanogènes à partir de différents éléments. Les virus géants et les protistes, c'est devenu le domaine majeur travaillé par Bernard Lascola. Tout a commencé donc par Minivirus en 2003, qui a cassé la barrière des virus. Maintenant, son équipe a plus de 100 souches, dont 13 isolats humains. On est revenu aux hommes. Alors, on est les seuls à regarder s'il y a des mini-virus chez les hommes. Et on en a trouvé 13 en culture. En réalité, quand on fait l'analyse des métagénomes, on en trouve partout. Ensuite, on a décrit le virophage, c'est-à-dire le virus qui infecte le virus et qui le rend malade. Il y en a 5, dont 2 cas associés avec une sérologie positive pour le mini-virus et pour le virophage chez les patients qui avaient des adénopathies. Ensuite, le transpovirome, qui est un transposon spécifique du virus. Et puis ensuite, on est en train de décrire les mécanismes de résistance au virophage chez le mini-virus, qui est un papier qui est en cours d'analyse.
Les virus géants chez les amibes, à côté de ça, il y a les autres. Marseille virus, maintenant il y a 20 souches, il y a 4 isolats humains de sang, de sel et de ganglions. Faustovirus, il y a 10 souches actuellement. Et il a été montré que c'était aussi bien dans les amibes que dans les insectes. Pandoravirus, c'est pas nous qui l'avons trouvé, c'est Jean-Michel Ferry, et actuellement on a 6 souches, nous, qu'on a isolées. Et pitovirus, ça aussi c'est Jean-Michel Ferry qui l'a, avec Jean-Paul Berger qui l'a trouvé, mais on a nous une souche actuellement qu'on est en train d'analyser. Voilà, donc ça c'est le monde de la découverte des microbes. Le monde, une série de choses qu'on a trouvées un peu en remettant en cause les théories, un peu par chance, c'est-à-dire en regardant tout simplement, ça a été l'Escherichia felis. Alors l'Escherichia felis, ça a été décrit d'abord comme une bactérie des puces. Alors ça avait été décrit à peu près dans la guerre de 14, qu'il y avait des bactéries dans les puces de chat. Puis ça a été oublié, puis ça a été redécouvert dans des puces par biologie moléculaire seulement, dans des puces aux États-Unis, en Californie. Donc nous, c'était pas un problème pour nous. Puis un jour, j'ai reçu des puces d'Éthiopie. Alors ça m'intéresse. Il y a les fièvres à Addis Abeba l'été, sans qu'on sache ce que c'est, plein de puces. Donc on a regardé, on a trouvé une rickettsie. Cette rickettsie, c'était Rickettsia felis. Donc on s'y est intéressé. Il y avait un papier, ça c'est vraiment, parmi les problèmes qu'on a vus, c'est qu'il y a des papiers faux qui circulent et on n'arrive pas à les faire retirer. Donc il y avait l'équipe qui avait publié 3 articles disant qu'ils avaient cultivé Rickettsia felis. Nous, quand on a eu ça, très bien, on l'a cultivé, vous pouvez nous l'envoyer. Et quand ils nous l'envoyaient, il n'y avait jamais Rickettsia felis dedans. Il y avait de l'eau, toute seule, ou Rickettsia typhique, et une autre rickettsie. Elle n'y était pas. Et donc moi j'ai récupéré les puces infectées, j'ai essayé de le cultiver pendant 1 an, dans nos méthodes de culture, en reproduisant leur méthode de culture, ça ne marchait absolument pas. Et puis finalement, je pensais que beaucoup de bactéries qui ont été associées, qui sont vectorisées, beaucoup de virus vectorisés ont été cultivés beaucoup mieux à 28 degrés qui est leur température habituelle qu'à 37 degrés. C'est pas leur destin de se multiplier chez nous, pour beaucoup d'entre eux. Donc, leur destin, c'est de se multiplier avec des arthropodes qui ne sont pas à cette température. Et donc, quand on a utilisé des cellules qui étaient en dessous de 30 degrés, ça cultivait très peu. Et on n'a jamais réussi à cultiver à 37 degrés, donc ce qui a été publié était faux. Et donc on l'a cultivé, ça d'abord dans les cellules de crapauds et dans des cellules de moustiques, des cellules d'ALS en particulier. Ensuite on a séquencé le génome, c'est une première surprise, c'est la première rickettsie qui avait un plasmide, un lent plasmide, avec 2 plasmides. Donc c'était, à partir de ça on a fait des tests moléculaires, et surprise, au moment où je commence à faire des investigations en Afrique avec mon nouveau laboratoire, je regarde dans les causes de fièvre, la première cause de fièvre que je trouve, c'est Rickettsia felis. Je peux vous dire que je n'ai pas cru non plus, c'est une chose très étrange. Donc j'ai mis 1 an et demi en faisant des contrôles, en vérifiant, en regardant les témoins négatifs, etc. Et à la fin, au moment où j'écris le truc, je vais l'envoyer, de manière extraordinaire, à Emerging Infectious Disease. Je suis associé d'éditeur, je reçois un papier qui est exactement le même papier que le mien, fait par une autre équipe au Kenya, fait par une équipe américaine. Donc j'étais rassuré, c'est vrai. Et 2 équipes complètement indépendantes qui ont trouvé par hasard Rickettsia felis, dont on pensait que c'était une maladie très rare transmise par les puces. Et ça devient extrêmement fréquent, il y a 3 à 5% des patients fébriles qui ont ça. Alors ça c'est une vraie question, et du coup on s'est posé la question, on dit tiens, qu'est-ce qui... Et puis on commence l'investigation sur place et on trouve quelqu'un qui a des lésions cutanées. Comme il y a beaucoup de rickettsioses qui ont des lésions cutanées, la majorité des cas c'est de la fièvre avec de la toux. Mais il y en a un qui a une lésion cutanée, on trouve ça dans la peau, très bien, on dit tiens, c'est une pneumo-infection. Et puis un jour, j'étais dans mon labo, j'entends présenter une partie du laboratoire importante, plus de 50% qui travaille sur le paludisme. Donc je regardais les trucs sur le paludisme, et un coup j'ai réalisé que finalement on avait la même épidémiologie, c'est-à-dire que c'est la même tranche d'âge, c'est la même saison où on a Rickettsia felis et la maladie. Je dis tiens, est-ce que ce truc n'est pas transmis par les moustiques? Et donc on regarde dans les moustiques, on regarde dans les anophèles, on regarde dans les ALS et on trouve Rickettsia felis. C'est très bien. Puis bien entendu, les gens me disent, vous l'avez trouvé, mais vous n'avez pas trouvé que c'était ça. Et donc, l'équipe de Philippe Parola, avec Béranger, a mis au point un modèle expérimental pour montrer que oui, c'était transmissible par les moustiques. Donc, si on infecte la souris, le moustique prend Rickettsia felis, et puis si on le met sur un autre souris, il transmet Rickettsia felis. Donc, c'est transmissible par les moustiques. Mais pendant ce temps, et donc, du coup, comme on travaille en association avec nos collègues de Montpellier, qui ont trouvé que la source de HIV, la source du paludisme, c'était les selles, eh bien on teste les selles de gorille aussi pour voir s'il y a Rickettsia felis. Oui, il y a Rickettsia felis aussi. Donc en réalité, là aussi, c'est un changement de modèle.
à partir de la recherche de HIV, c'est un changement de paradigme, écoutez les militaires, c'est un vrai truc pour le paradigme, c'est incroyable. À partir de la recherche de HIV, pour voir que c'était les singes, vous ne pouvez pas beaucoup prendre de sang chez les gorilles. C'est pas recommandé, c'est une chose extrêmement brutale. Ils ont bonne réputation parce que les écologistes veulent défendre les gorilles, mais c'est extrêmement dangereux, c'est très très méchant. On ne veut pas de prise de sang. Donc qu'est-ce qu'on peut prendre? Les selles. Et donc c'est eux les premiers qui ont montré qu'on trouvait HIV dans les selles. Et après, par dérive, ils ont dit, bah, tiens, s'il y a HIV, on va regarder le palu. Et on trouvait le palu aussi, l'origine du palu était là. Ça veut dire que quand on a une septicémie, ou quand on a une parasitémie, ou quand on a une virémie, ça passe dans les selles. Ça, c'était un changement de paradigme. Et nous, à partir de ça, on a regardé dans Rickettsia felis, du coup, on a commencé à regarder, on a une plus grande difficulté à publier ce papier, vous pouvez faire le diagnostic de paludisme sur les selles. D'accord? Donc vous pouvez faire de l'épidémiologie, en particulier si vous voulez savoir faire de l'épidémiologie, vous n'avez pas besoin de collecter le sang. Vous collectez les selles, et dedans, vous pouvez trouver de l'ADN, de plasmodium. Donc c'est un vrai changement de paradigme. Personne, spontanément, si on n'était pas arrivé par des glissements de cette nature-là, spontanément, personne ne serait allé chercher s'il y avait de l'ADN de malaria dans les selles. Du coup, on a les lésions cutanées, là, maintenant. Mais moi, j'ai un truc qui m'obsède depuis des années, c'est qu'on manque terriblement. La médecine manque d'une notion de base que nous avons tous en biologie, c'est les contrôles négatifs. Et donc, c'est un truc, je me suis beaucoup engueulé avec les gens du New England pour essayer de faire une lettre. Ils ont publié le plus gros papier qui a été publié sur les causes de fièvre en Afrique, qui a été publié en New England l'année dernière. Il n'y a pas un contrôle négatif. Et donc, ils disent, quand il y a de la fièvre et qu'il y a un malaria dans le sang, c'est le paludisme. C'est un truc d'enfant, c'est les Suisses qui ont fait ça, c'est pas vrai. Il faut avoir des contrôles négatifs. Donc, ils ont fait leurs valeurs prédictives basées sur ce qu'ils observent en Suisse. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a au Kenya. C'est quelque chose de radicalement différent. Nous, on le sait pour les Rickettsia, parce qu'on avait trouvé dans les contrôles négatifs qu'il y a des Rickettsia felis 4 fois moins souvent, mais chez les gens qui n'ont pas de fièvre, comme pour le paludisme. Donc il y a des gens qui ont du DNA qui circule sans que c'est de lien avec la pathologie. C'est simplement qu'il y en a plus chez les malades que chez les pas malades. Comme cause ou comme conséquence, d'ailleurs, on ne sait pas, c'est un peu compliqué. Mais du coup, on fait témoins négatifs. Et comme on commence à faire les témoins négatifs, on commence à faire une étude sur les lésions cutanées, on fait les témoins négatifs, et patatras, les témoins négatifs, plein de Rickettsia felis sur la peau de témoins négatifs. Bon. Il se trouve que pour une autre raison, on cherchait pour la fièvre Q dans les mêmes villages, les villages de Dialmo et Diop au Sénégal. On cherche on est en train de faire un travail sur Coxella bonnetti pour voir comment ils attrapaient la fièvre Q. Ça c'est connu que ça peut être dans la poussière. Donc on avait regardé les PCR de la poussière dans les prélèvements des gens qui avaient fièvre Q, on avait trouvé Coxella bonnetti dans la poussière. On a dit, mais tiens, c'est vrai, on va regarder la poussière. PCR, on trouve dans la poussière. Et puis, Oleg regarde, alors qu'est-ce qu'il y a dans la poussière? Il y a des arthropodes microscopiques qui sont des poux de livres, et ces poux de livres sont bourrés de Rickettsia felis. Et ils se transmettent ça de manière verticale. Tous, 100% des poux de livres sont infectés par Rickettsia felis. Qu'est-ce qui joue comme rôle? Ça ne pique pas les humains, hein. C'est des chewing lights, c'est ça. Et donc, moi, mon hypothèse, je voudrais bien qu'on vérifie, c'est que ça joue un rôle quand les gens aspirent la poussière. C'est peut-être pour ça que les Rickettsia felis que l'on a sont des fièvres avec des pneumopathies. C'est peut-être en tout cas le mode. Et à partir de ça, eh bien, ça peut constituer le début de quelque chose qui devient transmissible par les arthropodes à partir du moment où on a une bactériémie qui succède à une pneumonie. Mais vous voyez que ça, c'est toute la longue histoire de Rickettsia felis qui devient un roman à la fin. Ça, c'est le travail que Philippe Parler a fait. Alors ça, c'est un autre truc, ça c'est mon dada à moi. Par chance, j'ai été associé au séquençage du génome. J'étais content, je voulais faire un papier avec Craig Venter. J'ai fait un papier avec Craig Venter sur le génome du poux. Et dans ce poux, il y a un symbionte qui est nécessaire parce qu'il fournit, en réalité, le poux n'est pas capable de faire de vitamine B, comme souvent les symbiontes se chargent des vitamines. Et donc ce symbionte, s'appelle Rhiessa belliculosa, eh bien, fournit les vitamines B. Donc on a mis comme hypothèse, c'est un fiche qui a été fait grâce à l'aide qui a été fait par Karim Sangaré avec l'aide de Gilles, eh bien, si on met des antibiotiques maintenant, c'est quelque chose qui a été fait par exemple pour la filariose, eh bien, si on tue la bactérie, on tue le poux. Donc c'est ce qu'on a montré, on peut tuer un poux avec de la doxycycline, avec de la citromycine, parce qu'on tue la bactérie qui est dedans. On se pose la question de savoir si maintenant, si l'ivermectine, ça marche. C'est un antibiotique, l'ivermectine. Est-ce que ça marche sur le pouls ou est-ce que ça marche sur la bactérie? Enfin, regarde.
Yersinia pestis, c'est une longue histoire qu'on a eue avec Michel aussi, donc moi je trouve qu'elle est magnifique, on vient de l'écrire. Voilà. Et ça a commencé par hasard, c'était pas nous du tout, c'était Olivier Dutour qui est arrivé quand on a creusé le tunnel sous la Major. Ils ont trouvé un charnier qui était un charnier de la peste, des malades de l'Hôtel Dieu, et un jour est arrivé dans mon laboratoire avec une caisse où il y avait des squelettes et des crânes. Elle dit qu'est-ce qu'on peut faire pour montrer que ça vit. On avait un peu travaillé sur les os, on n'aimait pas trop les os parce que c'est contaminé, parce que c'est plein d'inhibiteurs. Et il se trouve que par chance, j'avais Gérard Aboudaram qui faisait son master. Et je lui ai donné un premier sujet, mais comme ça n'allait pas assez vite, ce qui m'arrive de temps en temps, je lui ai dit faire autre chose. C'est Bernard qui a fait le sujet, qui a fini le sujet. C'est un truc sur les spiroquettes. Parce qu'ils venaient que 2 jours ou 3 jours par semaine, parce que les dentistes font leur master en continuant leur métier. Donc en faisant 2-3 jours par semaine, ça pourrait aller vite. Donc il fallait vraiment utiliser ses compétences. Donc ça faisait une semaine que je cherchais quel sujet je pouvais lui donner, mais il faut attendre d'avoir un peu de chance. Et donc quand j'ai vu toutes les dents du squelette, on m'a dit bah, tiens, tu vas faire la peste des dents. Michel se souvient encore, appelé Gérard qui regardait avec des yeux éberlués. Enfin, après, on a fait un modèle expérimental pour montrer que ça passait dans les dents, puis après on l'a trouvé dans les dents. Et puis ça c'est 98, on a eu beaucoup de chance, on avait comme éditeur le meilleur infectiologue du monde, qui était Lederberg, qui nous a publié ces 2 papiers. Et puis, les gens ont dit, alors nous c'est notre métier de diagnostic, donc on sait bien, on connaît les problèmes de contamination. Là actuellement on fait 200 000 PCR par an, problème de contamination quand même, c'est ce que c'est. Donc on avait pris les précautions, en particulier on faisait de la PCR sur un organisme qu'on n'avait jamais manipulé. Donc ça ne pouvait pas venir d'une contamination, d'une amplification antérieure, c'était un chose qui n'avait pas de sens. Mais malheureusement il y a un client qui s'appelle Gilbert, qui a essayé de faire la même chose que nous en Angleterre, qui n'a pas réussi à le faire. Et plutôt, moi je lui ai écrit, c'est très bien, on échange des prélèvements, parce qu'il n'a jamais voulu, mais il a expliqué partout que c'était pas vrai. Et en particulier parce que les gens qui avaient travaillé sur l'ADN humain, il y avait celui qui est le plus célèbre maintenant, qui s'appelle Pablo, son premier papier était une contamination. Et donc il dit c'est pas vrai, c'est pas possible, l'ADN est beaucoup plus petit que ça. Et on s'est disputé pendant 10 ans pour faire reconnaître que ce qu'on avait trouvé c'était vrai, c'était pendant 10 ans. Et c'est tellement extraordinaire. Du coup, pour répondre à ça, moi j'ai inventé ce que j'ai appelé la PCR suicide, c'est-à-dire une PCR qu'on fait une seule fois, et dès qu'elle est positive, on la jette, parce que le deuxième pourrait être une contamination de la première. Donc on fait une PCR dans laquelle on utilise des primers qu'on n'a jamais utilisés dans un endroit, et dès que c'est positif, l'endroit est condamné, parce qu'on ne sait jamais s'il ne peut pas y avoir autre chose. Donc si un truc doit, et puis il faut avoir au moins 2 cibles positives, etc. Donc on a même défini ça. Ensuite, on a inventé le génotypage de Yersinia pestis pour les SNPs. Je pense qu'on était les premiers à faire le génotypage bactérien sur les SNPs. Toujours pour la peste. Et puis ensuite, on a repris les anciens travaux français que tout le monde avait oubliés parce qu'ils ne sont écrits qu'en français. Et ce que les Français avaient montré, c'est que, et ça c'est Yersin, Balthazar et Mollare, ce qu'ils avaient montré, c'est que Yersinia pestis, en réalité, c'est une bactérie qui vit très très longtemps dans la terre, qui survit extrêmement bien dans le milieu extérieur. Et donc avec Michel, on a fait ça au laboratoire, je ne sais pas combien, 1 an et demi, ça reste très très bien. Deuxièmement, que c'était trouvé très tôt dans les poux. Or, une des questions, la raison pour laquelle les gens ont remis en cause notre travail, c'est parce que les démographes et les épidémiologistes disaient c'est pas possible, le roman de la théorie de la puce, c'est pas possible que ce soit, si c'est vrai, c'est pas possible sur la peste. Ils disaient c'est pas possible sur la peste parce qu'ils pensaient que la théorie était vraie. Mais ça ne collait pas avec les faits. Parce que nous, la théorie, on s'en foutait. C'est pas notre genre de s'accrocher aux théories. Et donc, si on repart là-dessus, on se rend compte qu'en réalité, les Français avaient émis cette hypothèse en disant les pandémies, c'est probablement les ectoparasites humains, c'est-à-dire les puces humaines, ou les puces communes chez l'homme, et les poux. Il faut savoir qu'à peu près tout le monde, jusqu'au 19e siècle, avait des ectoparasites. Il y a même un texte de Washington qui explique que dans la nouvelle capitale de Washington, les gens qui sont présents ne doivent pas se gratter en public parce que c'est mal élevé. Parce qu'ils sont tous couverts de poux et de puces. Donc jusqu'à un passé extrêmement récent. Et donc, en réalité, c'est vrai que c'est pas les puces de rats ne sont pas capables d'attaquer 90% d'une population. C'est pas possible. C'est pas vrai. Les rats meurent rapidement. Les puces de rats sont relativement spécifiques. Donc, on a regardé, donc on a montré sur le plan expérimental que c'est un très très bon vecteur de la peste, le poux, et on a confirmé, on a trouvé des cas dans un des coins dans lequel il y a de la peste, au Congo, qu'il y avait des Yersinia pestis dans les poux des gens qui sont tombés. Donc l'explosion épidémique secondaire, elle passe par les ectoparasites humains, et là, Michel est en train de trouver que dans l'environnement, probablement le sel joue un rôle très important, et du coup,
par la paléomicrobiologie à laquelle on revient à la fin, eh bien, ce qu'on a démontré, c'est qu'il y a des co-infections de Bartonella quintana dont on sait que c'est transmis par les poux, et Yersinia pestis, donc il y a des épidémies communes, en particulier l'épidémie, on a eu à Venise en particulier, où il y a une co-infection entre, dans la même épidémie, il y a des gens qui sont, un, infectés par Bartonella quintana, deux, infectés par Yersinia pestis, donc on pense que c'est bien des épidémies d'infection par les poux. Le troisième roman de Trophée Maruipei, là aussi, moi j'ai trouvé ça purement et simplement par hasard, parce que mon copain canadien, Tom Marie, m'avait envoyé, on était spécialiste d'endocardite et de culture négative, une valve d'endocardite, juste un an avant, on ne savait même pas qu'il y avait des endocardites avec cette bactérie, et puis venait d'être décrit par le CESS sur bactéries non cultivées, les biopsies digestives, un génome de quelque chose qui avait été appelé Trophée Maruipei. Nous, par chance, et par la persistance surtout, on a essayé une première fois, puis on a échoué au bout d'un mois. Et puis, Tom Marie m'a remis au défi de faire ça. Donc, Marie Lorbier, cette fois-là, a conservé plus de 2 mois. Et c'est les premiers effets qu'on a vus étaient au bout de 2 mois. On a fait du CSS, on a trouvé que c'était ça. C'est la première culture de Trophée Maruipei. Encore une fois, on ne travaille pas du tout sur la maladie de Whipple. On travaille sur la endocardite. Mais à partir de ça, je crois, effectivement, maintenant 48 souches. Et les maladies de Whipple, du coup, beaucoup viennent me voir depuis qu'on a commencé à travailler. Donc, moi, j'ai vu 84. On a vu des endocardites, on a vu des pneumonies, on a vu des gastroentérites, 366 diagnostics d'infection par Trophée Maruipei. Et la maladie a changé au fur et à mesure. Maintenant, on pense à une cause de pneumonie relativement commune, en fait, une cause de gastroentérite très très commune. Là aussi, je suis content parce que pendant longtemps, on était le seul à dire ça, mais parce qu'on est le seul à regarder. Enfin, là, il y a une deuxième équipe qui a trouvé ça en Afrique, et donc qui vient de sortir un papier. Donc, ça va, c'est un agent, en particulier en Afrique, très commun. Et ici, en fonction des années, il peut y avoir jusqu'à 15% des gastroentérites des enfants de 2 ans chez qui on trouve Trophée Maruipei. Donc, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que la maladie de Whipple a commencé par être décrite comme une maladie métabolique, ensuite comme une maladie bactérienne, ensuite comme une maladie bactérienne due à une bactérie très rare, puisque les gens ne l'avaient pas cultivée et que c'est la première fois qu'ils le trouvaient. Et nous, on trouve en réalité que c'est une bactérie extrêmement commune, c'est à 3% de la population ici qui a ça. 50% des gens ont fait une infection à Trophée Maruipei à partir de 40 ans. Mais une proportion faible, les manifestations cliniques varient d'un patient à l'autre, et une proportion faible, 1 pour 1 million probablement, a une maladie de Whipple. Probablement, on travaille avec Jean-Laurent Casanova et avec Jean-Louis Mel sur cet aspect-là, probablement du fait de SNPs qui, dans la réponse immunitaire, qui permettent d'expliquer une susceptibilité plus grande. Et beaucoup, là aussi, on voit Jean-Laurent Casanova a fini par dire la grippe est une maladie génétique ou la tuberculose est une maladie génétique, ce qui est vrai aussi. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un changement de paradigme majeur. La susceptibilité est comme telle une infection extrêmement banale et gouvernée en partie par la génétique. Enfin, en tout cas, la bactérie nous a permis, alors le génome, encore une fois, le génome nous a permis de désigner un nouveau milieu de culture, être axénique, cette fois sans cellules, et puis de mettre au point les stratégies thérapeutiques qui sont actuellement utilisées. Voilà. Ensuite, le dernier point sur lequel on travaille en microbiologie, c'est beaucoup les relations microbiote, obésité et malnutrition. Moi, je ne suis pas inquiet pour cette question, parce que là non plus, je n'étais pas nutritionniste, je suis fils de nutritionniste, mais je ne suis pas nutritionniste au départ, pas du tout. Ce qui nous est arrivé, c'est une aventure rocambolesque. Il se trouve que j'avais un ami aussi zimbabwéen qui savait que je m'intéressais aux bestioles bizarres. Il m'a dit, il faut absolument que tu travailles sur une bactérie géante. Alors, je dis, qu'est-ce que c'est cette bactérie? Il me dit, c'est une bactérie qu'on trouve dans l'estomac des autruches, et ça fait un bézoar. Le bézoar, c'est un espèce de tapis biofilm qui bouche l'estomac des autruches, et elles meurent. C'est un vrai problème économique pour nous. Et donc, il y a une bactérie là-dedans, elle est grande, très grande. Voilà. Après, il m'a envoyé, je n'avais jamais trouvé grande. Mais bien entendu, on a fait un modèle ici, on n'a pas d'autruche, donc bien sûr, on a pris le poussin. Et donc, on a commencé à programmer tout, on dit, tiens, on va les tuer à 7 jours, 15 jours, 1 mois, 2 mois, on organise tout ça avec Hubert, etc. Et on regarde les poussins, et à la fin, on avait des poules et des coqs géants, qui étaient grands comme ça. On avait pris des logornes, des trucs. Et en particulier, c'est un qui nous a fait beaucoup rire, parce qu'un de mes collaborateurs, il a pris le coq, et on aurait dit le coq des dessins animés, là, c'est énorme coq, c'est un coq très violent, hein, il l'a attaqué, il lui cassé les arrosoirs. Donc c'est une histoire de fou, ça nous a fait rire. Comment on fait de la science à partir de ça? C'est un truc très étrange. Donc ça a dormi ça pendant 5 ans dans le laboratoire.
Et une fois, tout de chance, j'avais un étudiant là aussi qui avait fini son truc et qui avait encore, qui était un manipulateur, qui aimait bien faire les modèles animaux, et qui était étrange, donc il était ouvert à des hypothèses, des hypothèses différentes. Mohamed Khan. Et il avait 6 mois à perdre avant d'avoir un postdoc aux États-Unis, donc j'ai dit écoute, je vais te lancer sur un truc qui est vraiment très très casse-gueule. J'avais compris ce truc bizarre. Il refait le truc, alors la souche, peut-être à cause de la sous-culture, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle fait grossir simplement entre 15 et 30%, il y avait 15 à 30% de différence entre les poulets qui avaient reçu ça 2 fois, qui avaient reçu 2 fois 10, 6, 200, et les autres. Donc moi je sais que c'est vrai, il y a un truc qui se passe. Après, je ne sais pas s'il n'y a que elle qui fait ça, mais en tout cas il y a quelque chose qui se passe. Mais du coup, moi mais comme personne, et là c'est encore un truc vraiment de thune, de théories qui sont entièrement parallèles et qui ne communiquent pas entre elles. Personne ne regardait, il n'y a pas grand monde qui regarde, ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait des probiotiques quand on compare les probiotiques chez l'homme et chez les animaux. Chez les animaux, les probiotiques, ça s'appelle des facteurs de croissance. Je dis son nom, c'est pour faire grossir l'animal. Ça fait depuis 1972 qu'il y a une régulation européenne des probiotiques pour faire grossir les animaux. Si vous allez dans les élevages, tout le monde utilise les probiotiques, surtout maintenant que théoriquement, ils n'ont pas le droit d'utiliser antibiotiques. Jusqu'à un peu. Ils n'ont pas le droit. Les probiotiques, ils ont le droit. Et donc, chez les humains, c'est utilisé pour... ça renforce les défenses immunitaires, mais personne ne regarde ce truc fait grossir. C'est très intéressant. Et donc, il y avait 2 livres publiés sur les probiotiques écrits par les vétérinaires, où c'est extraordinaire, il faut voir ça, il y a 2 pages en face l'une de l'autre, et il y a marqué, sur telle espèce, voilà ce qu'elle fait chez les animaux, elle fait grossir les petits porcs, les petits cochons, et puis de l'autre côté, avec ça soulage, et c'est la même espèce, et il n'y a personne qui a cliqué en attente. Là, c'est pas 4 souris de laboratoire, c'est des millions d'animaux dans le monde sont nourris avec des probiotiques pour grossir. C'est assez intéressant. C'est un truc. Et enfin, quand on a commencé à dire que les probiotiques pouvaient faire grossir, je pourrais dire que l'industrie agroalimentaire était terrible. Donc, mais du coup, c'est assez intéressant. C'est un vrai truc. Et du coup, bien entendu, ceci s'est connecté avec le fait qu'on commençait à faire les premiers travaux métagénomiques montrant que le microbiote des obèses et des maigres étaient différents, c'était les travaux de Gordon. Malheureusement, ces travaux sur la métagénomique des selles ne sont pas reproductibles d'un laboratoire à un autre. Dans un même laboratoire, ils sont reproductibles dans la même chose, mais d'un laboratoire à l'autre, non. Parce qu'il y a l'extraction, parce qu'il y a les primers qu'on utilise, parce qu'il y a l'analyse, et tout ça fait que les plus grandes séries mondiales qui ont été faites sur les obèses et les non-obèses n'ont pas réussi à trouver les mêmes résultats. Donc on voit bien, dans un certain nombre de cas, il y a des choses qui se passent, mais c'est difficile à faire. D'autre part, ce qui est très intéressant, c'est que là aussi, ça commence à émerger. Ce qu'on dit, ça commence à émerger. On a écrit ça avec Damar et ça. Quand on fait ces analyses pour les modifications métaboliques, on analyse ce qu'on peut analyser le plus facilement, et ça, c'est les selles. Mais les selles, en réalité, même moi, j'ai mis un moment à appliquer, mais vous pouvez lire ça dans tous les articles actuellement, Nature, Science, on est inondé de microbiote dans le tube digestif, tout ça est analysé dans les selles. Simplement, les médecins savent qu'on peut enlever le côlon de quelqu'un, il ne devient ni plus maigre, ni plus gros, ni fou, ni bête. Ça veut dire que ce qui se passe dans le côlon n'a probablement qu'une importance extrêmement réduite et qui ne concerne probablement que le côlon. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on perd de l'eau et des électrolytes. C'est tout. Donc tout ce qu'on analyse, en réalité, ça n'est que cette partie-là, et moins de 1% de ce qu'on analyse naît dans l'intestin grêle. Devient l'intestin grêle. Donc ce qu'on analyse, c'est la poubelle, en réalité. Alors, il y a un petit peu de ce qu'il y avait au-dessus, mais c'est essentiellement la poubelle. Alors, peut-être que ce qu'il y a à la poubelle est influencé par ce qu'il y a au-dessus, on peut le penser, mais en tout cas, on analyse ça d'une manière très très indirecte, et bien entendu, il faudra, si on veut comprendre ce qui se passe en particulier en termes métaboliques, et probablement en termes immunitaires, il faudra analyser des choses qui sont plus en amont que ça et qui sont dans l'intestin grêle. Et donc, avec mon ami Jean-Louis, depuis longtemps, on discute de l'immunité, la manière d'avoir une approche sur l'immunité. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une approche, bien entendu, qui ne soit pas l'approche la plus commune, puisque ça, là, il y a un monde fou dans les immunologistes, qui sont tous très bons, en plus, donc il y aura une compétition terrible, hein, on se ferait casser la figure. Donc il faut trouver des voies de l'immunité qu'on comprenne mieux nous. Voilà, c'est ce qu'on fait. Alors la première chose, moi je crois que
la marque la plus ancienne que l'on ait de l'immunité, c'est le cannibalisme des séquences. C'est-à-dire, ça c'est très bien, c'est du transfert du concept de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss dit qu'il y a deux manières, avant que nous on invente les prisons, il y a deux manières d'exclure les ennemis. On mange les plus forts, comme ça on prend leur force, et on exclut les autres. Donc c'est l'ostracisme d'un côté, on les fout dehors du village, et les autres on les bouffe. C'est expliqué que le cannibalisme a été tellement développé. Le cannibalisme, c'est surtout rituel. Fait pour... Et donc, en réalité, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a une immunologie qui est une immunologie d'exclusion, et il y a une immunité qui est une immunité cannibalisante. Et ça, on le sait, c'est le miracle actuel, c'est les CRISPR. Les CRISPR, c'est ça. Donc, les CRISPR, ça a 3 milliards d'années. Donc, c'est j'intègre une séquence, et ensuite, cette séquence me permet de reconnaître mon ennemi, et cette séquence est encadrée par... Je divise, j'ai une hélicase pour diviser l'ADN, et j'ai une endonucléase pour le couper, je le détruis. Voilà. Et donc ce système-là est un système qui est probablement le plus ancien de tous de défense. C'est un système extrêmement ancien. Et donc c'est un des points sur lesquels on travaille avec Anthony sur un mécanisme de défense par intégration. Et l'autre mécanisme sur lequel on discute, là aussi, en regardant les animaux, c'est de dire, écoutez, les infections par l'équivalent de HIV, la SIV, d'abord, on en a eu probablement très souvent. On a 7 à 8% de notre génome qui sont des rétrovirus, dont certains sont tellement intégrés qu'ils nous sont indispensables. C'est ce qui permet de faire le placenta. Par exemple, le placenta, ça vient d'un gène viral qui ressemble à GAG, de HIV, qui a été intégré. Donc c'est probablement un mécanisme qui est très ancien, et les rétrovirus ont probablement été combattus par cannibalisme. Et donc c'est quelque chose qui doit continuer à se passer. Alors ça se passe, maintenant on le sait, chez les koalas. Donc il y a une population de koalas, les koalas sont infectés par leur virus du sida, auquel ils font des cancers, et qui meurent très vite. Et on a même pensé que toute la population de koalas allait complètement disparaître. C'est un peu plus vieux que le sida, ça doit dater de la fin du 19e. Mais il y a une population qui est devenue entièrement résistante. Pourquoi? Parce qu'elle a intégré le virus, elle a cannibalisé, endogénisé, et elle le transmet à ses enfants. Et donc, il y a des gens des koalas qui guérissent tout seuls, et deux, il y a des koalas qui transmettent les gènes, mais pas le virus, à leurs enfants, qui ainsi deviennent résistants à la population. Et moi, j'ai pensé, puis je joue l'histoire des koalas, qui est aussi dans ce livre de virologie que je vous montrais, je pensais que l'histoire naturelle du sida, ça aurait probablement été ça. C'est-à-dire qu'à la fin 99, toute la population aurait été infectée, et 1 sur 1000 aurait guéri spontanément, et celui-là aurait transmis ça à ses enfants, et cette nouvelle population, parce qu'on sait maintenant que l'évolution se fait comme ça, avec des goulots d'étranglement, et puis des réémergences qui suivent des catastrophes. C'est probablement ce qui s'est passé. Donc on a cherché ça, et on a trouvé, on a publié ça avec Colson. Ça guérit beaucoup les gens qui travaillent depuis 30 ans sur l'HIV, mais il y a des gens qui sont guéris tout seuls. Donc le premier qu'on a eu, c'est quelqu'un, depuis 30 ans, il est infecté, depuis 1984, il n'a jamais été traité, séropositif, il n'y a jamais eu d'ARN, on n'arrive pas à détecter l'ADN avec tous les moyens standards, il n'a jamais eu de T4, il n'a jamais été malade, ça fait 30 ans. Il est marié, il a une femme qui est séropositive, il n'a jamais attrapé de virus supplémentaire, 30 ans. Puis on a trouvé ensuite un deuxième qui a 8 ans, puis ensuite une troisième qui a 12 ans d'infection sans rien, donc charge virale toujours négative, et chez qui on retrouve des séquences qui sont très altérées, avec des stop codons en particulier, qui ressemblent à la dégradation par rapport au bec. Vous savez qu'il y a une espèce de course qui s'est faite entre les humains et les virus, enfin les vertébrés et les virus, les rétrovirus, et les virus en général, c'est que les vertébrés ont un système de découpage des virus qui s'appelle apobec, mais cet apobec permet de détruire la plupart des rétrovirus, mais ceux qui nous résistent, c'est ceux qui arrivent à inhiber l'action de l'apobec. Dans le virus du sida, c'est VIF qui est responsable de ça. D'accord? Mais quand apobec marche, ce qu'il fait, c'est qu'il met des stop codons dans les codons tryptophane. Donc c'est ce qu'on retrouve chez eux. On pense que chez eux, apobec marche pour une raison ou une autre, donc ils ont réussi à neutraliser les séquences. Donc c'est un point sur lequel on travaille. La deuxième mécanisme de résistance, immunitaire, si c'est l'immunité un peu tirée par les cheveux pour mon ami Jean-Louis, c'est le microbiote. Ça aussi, le premier immunologiste disait deux choses. Metchnikov, pas le premier immunologiste. Non, tu es d'accord? Il a démontré deux choses. Le prix Nobel, 1, la phagocytose, 2, qu'il y avait une protection
des infections par les yaourts. Parce qu'il, lui, il avait observé que les Bulgares vivaient plus longtemps que les autres. C'est comme ça que c'est devenu bulgare. Et donc, il utilisait ça en disant, voilà, si vous avez ça, et c'est vrai que depuis on traite des diarrhées, la prévention des diarrhées avec des probiotiques. Dans les ultra-levures, les champignons, on a toujours utilisé ça, et c'est vrai que c'est une activité, c'est même la seule activité qui était démontrée. Il y a un énorme travail qui a été fait par l'État de Californie pour savoir ce que c'était que ces probiotiques, à quoi ça servait, et le seul truc dont on a trouvé que c'était vrai à la fin, c'est que ça marche pour les diarrhées. Voilà. Ça c'est vrai, et on sait ça depuis 100 ans. Et donc, bien, c'était utilisé comme ça. Ensuite, dans la recherche des activités des probiotiques, c'est pour ça qu'on finit par se mordre la queue, il y en avait un qui s'appelait Saccharomyces aureophasiens, qui marchait très bien comme probiotique, qui faisait bien grossir les poules, et l'exploration de la raison pour laquelle ça marchait bien dans les poules, en 1947, pensait pareil que ça fournissait de la vitamine B, en réalité ça faisait un produit qui à lui tout seul faisait, et ce produit c'était la tétracycline. Donc en réalité, les probiotiques et les antibiotiques, c'est la même action. Une action majeure des probiotiques, en réalité, c'est la sécrétion d'antibiotiques et de bactériocides. C'est comme ça qu'elles maîtrisent les autres populations. Il faut se souvenir quand même qu'une famille entière d'antibiotiques et beaucoup de probiotiques, en réalité, sont des sécréteurs d'antibiotiques. Et les antibiotiques, bien entendu, ça a toujours été créé par les microbes. C'est les champignons et les bactéries qui font ça, pour se battre entre eux. Ce n'est pas nous qui avons inventé ça, c'est eux. Probablement, il y a aussi des milliardaires. Donc ça, c'est un vrai point. C'était connu depuis longtemps. Donc nous, on s'est branché là-dessus sans l'avoir fait, nous en premier. Quand ça a été publié dans le même langue, c'est tellement bien fait. Mais nous, on a un peu changé l'approche des traitements de greffe fécale. Et donc, il fait qu'on peut traiter, mieux qu'avec du sérum anti-Clostridium difficile qui aurait été une réponse d'immunologiste, on fait de la greffe fécale et on guérit les gens en leur disant mangez les fesses. Alors, on ne fait pas comme ça, on prépare, je ne vais pas le faire directement. Mais quand même, ça amène à une réflexion quand même. Et ça marche, c'est inouï, parce que ça marche absolument incroyable. C'est miraculeux. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont en réanimation, le lendemain, qui étaient des indications de colectomie, et qui ont fait enlever la seule solution qu'on proposait, c'est d'enlever le côlon en urgence. On traitait deux comme ça, dont un qui ne pouvait pas être déplacé, qui a été traité par Mathieu Lyon à l'hôpital européen. En 48 heures, c'est terminé. C'est miraculeux. Moi, j'ai fait greffer un de mes amis qui est un sujet âgé, qui avait perdu 10 kilos, qui était en train de mourir. Il faisait du jogging 36 heures après. C'est incroyable. Il y a quelque chose qui se passe l'efficacité n'a rien à voir avec celle de l'antibiotique. Il se passe quelque chose qui est tout à fait incroyable. Et on ne sait pas ce que sont les bactéries qui font ça. Mais du coup, sur le même modèle, Bernard Lascola, en regardant l'équivalent de la colite ulcéreuse créée, de la colite faite par Clostridium difficile, en regardant les entérocolites du nourrisson, il a trouvé quelque chose qui était exactement parallèle. C'est-à-dire, pour avoir une colite à Clostridium difficile, il faut avoir la bactérie, il faut que cette bactérie soit toxinique, il faut avoir un microbiote qui ne se défend plus. Vous avez perdu vos défenses de muqueuse. La défense de muqueuse, c'est les microbes. Parce qu'ils crachent les antibiotiques, ils crachent les antiviraux, c'est eux qui vous défendent. Donc si vous perdez ou vous déséquilibrez ça, et si vous avez une susceptibilité, pour Clostridium difficile, la susceptibilité, c'est plus de 65. C'est ceux-là qui vont faire les colites. Tandis que chez les nourrissons, c'est pas Clostridium difficile, c'est Clostridium butyricum, qui est toxinique, chez les gosses qui ont reçu un traitement antibiotique, mais eux sont des prématurés. Donc le terrain, là, la différence de terrain, c'est qu'eux sont des prématurés, sinon le tableau clinique est le même. Et donc il y a une vraie question, c'est est-ce que ça, on va pouvoir faire avec ça du traitement chez les gosses de la greffe fécale avec des matières fécales d'enfants prématurés sains, qui n'ont pas ce problème, pour restaurer la greffe fécale, parce que là aussi la mortalité est de l'ordre de 50%, monstrueux mortalité. Et puis, alors ça c'est une chose qui est tout à fait étrange, pour laquelle moi je suis jamais à vous de la charrette, mais Laurence Zitvogel travaille sur une question qui est tout à fait extraordinaire, qui est l'immunothérapie des cancers des mélanomes. Et il y a une proportion des gens qui ne sont pas répondeurs, et donc il a été émis l'hypothèse que c'était lié au microbiote intestinal. Et effectivement, il y a des bactéries du microbiote, les cultivateurs de bactéries du microbiote intestinal, donc c'est comme ça qu'on a été rattaché à ça, qui modifie la réponse chez la souris, qui fait que vous avez cette bactérie, vous avez la réponse, si vous n'avez pas la bactérie, vous n'avez pas la réponse. Donc il y a une modulation par le microbiote intestinal de la réponse immunitaire, de l'immunothérapie, qui
fait qu'il y a 30% des gens qui ont cette immunothérapie, qui ne sont pas répondeurs dans le traitement du mélanome, et pour lequel il y aura certainement un jour une proposition de greffe aussi, de microbes, parce que maintenant on sait les microbes qui activent ça, qui est une vraie question. Donc vous voyez, le microbiote, comme facteur immunitaire, joue un rôle très important, et puis ensuite il y a les autres facteurs de résistance qui sont transmis, et là, il y a deux équipes sur lesquelles je ne suis pas directement intéressés, mais qui sont deux équipes du laboratoire, qui ont vraiment travaillé sur des choses qui sont très intéressantes. Un, Éric Guigaud, qui a travaillé sur les planaires, qui sont des vers très intéressants parce qu'ils sont quasi immortels, et il a knockouté tous les gènes, et qui résistent naturellement aux infections bactériennes. Il a knockouté tous les gènes, il a trouvé exactement la même histoire que Hoffman, il a trouvé par hasard qu'il y avait un gène dont personne ne connaissait l'activité, qui s'appelle MORD2, qui protège, qui est associé à la protection contre les infections. Ce gène existe chez les hommes, mais il est peu exprimé. Si on le surrégule, eh bien, il devient un gène actif dans la phagocytose. Et donc, ça a été découvert par hasard, par une technologie systématique qui a permis d'identifier qu'un gène de plus était associé à l'immunité naturelle. Et en plus, quatrièmement, eh bien, on a une équipe qui travaille sur la paléoimmunologie et qui a identifié un gène qui s'appelle LIR, qui est particulièrement utilisé. C'est le travail d'Éric. Ça, c'est le travail de Laurent Abirachel, qui est un gène supplémentaire d'origine archaïque, d'origine Denisova, que l'on trouve chez les Asiatiques et qui semble jouer un rôle majeur dans la réponse immunitaire. Et voilà, à la fin, il y a une vraie question et un vrai point qui a été extraordinairement lancé par Bruno Latour, qui l'a ensuite malheureusement abandonné. Mais je pense que c'est un élément qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il faut se méfier. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je fais beaucoup de séquences, pour lesquelles on met tout dans les databanks. Il faut se méfier, quand on parlait de ça avec Jean-Louis, dans la recherche qui est déductive, avec des modèles qui sont créés à partir de l'hypothèse que l'on a, le biais d'expérimentation est colossal. Il est tellement colossal que parmi tous les plus grands papiers, en particulier sur le cancer, faits dans lequel il y a la biologie cellulaire, on estime qu'il y a à peu près la moitié qui n'ont jamais pu être reproduits. Donc ça ne veut pas dire que les gens ont triché, ça veut dire que ce n'est pas une vérité générale, c'est une vérité qui n'est une vérité que dans un seul laboratoire. Donc si ça ne se termine pas par un objet, mais par une réaction, eh bien, il faut être extrêmement attentif à voir que ceci soit reproductible et que ça ne soit pas juste la microculture d'un laboratoire. C'est une des raisons pour lesquelles nous on a des séquences, tout le monde peut les vérifier, où les microbes sont des objets. À un moment, on décrit quelque chose qui existe en soi. Tout ce qui existe, et on le sait tous. Qui c'est qui pense à regarder, par exemple, s'il y a des antibiotiques dans le sérum nouveau-fœtal? Un certain nombre d'entre eux, j'en sais rien, 10, 20, 30% qui ont des antibiotiques, ils vont tout modifier dans le mécanisme de réponse. On s'est demandé dans des années pourquoi des fois on n'arrivait pas à cultiver les bactéries, puis des fois on y arrivait. C'est les antibiotiques dans le sérum nouveau-fœtal. D'accord. J'ai un collègue qui a cultivé, qui a fait un modèle expérimental sur les macrophages et la tuberculose en changeant la concentration en trucs, c'est-à-dire en ne prenant pas la concentration en sucre de tout ce qui est rapporté dans la littérature, tout le monde utilisant la même, eh bien, vous avez un modèle de phagocytose qui n'a plus rien à voir. Donc c'est la vérité d'un laboratoire. Il faut faire très attention, actuellement, à ne pas être extrêmement prudent dans l'interprétation des données que l'on a pour vérifier que ça n'est pas des... Même si c'est publié dans les meilleurs journaux, il y a une fondation actuellement, je vais finir là-dessus, une fondation actuellement qui a été créée aux États-Unis, qui est très très bien financée, pour vérifier les 50 papiers de cancérologie les plus cités de ces 10 dernières années. Les fuites, il y a des vrais problèmes. On a les fuites parce que les laboratoires qui sont interviewés gueulent en disant mais non, mais c'est vrai chez moi, mais vous n'arriverez jamais à le refaire, etc. Parce que c'est pas une vérité générale, c'est une vérité d'un seul laboratoire. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Oui, pardon. La greffe fœtale, ça fait des affects à réponse. Je sais pas. Ça guérit le patient. Mais est-ce que la séquence, c'est la même histoire? Non.
Hein? C'est pas ça. Non, la séquence, c'est une chose, après l'expression, après